A last announcement. For those of you who do not understand French, you can go get a headphone set over there. OK? Donc, bienvenue. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Christine Vanache pour cette seconde keynote. Après John Jonas hier soir et avant Skawinadi demain à la même heure. Christine Vanache est conservatrice en chef at large maintenant au service Nouveaux Médias du Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou à Paris. Sa carrière épouse l'histoire du centre puisqu'elle est en poste depuis 1977 et depuis 1982 au service Nouveaux Médias qu'elle a fondé au musée. Elle a développé une collection qui comporte maintenant 1700 pièces, des vidéos surtout, aussi des installations multimédia, des œuvres numériques et même des sites web, et qui est aujourd'hui une des collections d'art vidéo les plus importantes au monde. Elle est l'auteur de nombreuses expositions fondatrices, essentielles, qui ont marqué leur époque. Pour n'en citer que quelques-unes, Passage de l'image, commissarié avec Catherine David et Raymond Bellour en 1990, qui analysait les phénomènes d'hybridité entre photographie, vidéo et film. Sonic Process en 2002 sur l'art sonore. Video Vintage en 2012, qui était une sélection d'œuvres de vidéos fondatrices de la collection entre 1963 et 1983. Et Planète Marker en 2013, pardon, donc une rétrospective de Chris Marker, du cinéaste français. Elle a aussi réalisé un travail parfois à long terme avec de nombreux artistes, parmi lesquels on peut citer Thierry Kunsel, Tony Osler, Gary Hill, Stan Douglas, Mona Khatoum, avec laquelle, par exemple, dont elle a commissarié 2 expositions, une en 1994 et une qui s'est terminée il y a un mois, fin septembre. Donc, pour vous donner un peu l'idée de l'échelle sur laquelle elle travaille. Pierre Huyghe aussi, dont elle a produit The Third Memory en 1999, ou coproduit, et Bruce Norman, qui occupe une place vraiment essentielle dans la collection. La longévité et la persistance de son engagement au sein du Centre Pompidou en font une observatrice privilégiée des rapports entre la technologie et le musée. Et comme John Jonas l'a fait hier soir, Christine va nous raconter une histoire qui s'étale sur plusieurs décennies, et donc je lui cède la parole. Merci. Merci Michael, merci. Je remercie aussi Gisèle, Chris, Manuel pour l'invitation. Et puis j'ai une pensée pour John Jonas qui ne peut pas être ici ce matin, mais que je connais pas mal, dont je connais pas mal le travail. Donc, comme disait Michael, oui, j'ai été au Centre Pompidou durant un tiers de siècle. Et donc, j'ai pu, durant ces 3 décennies, organiser un certain nombre d'activités, expositions, conférences et acquérir un grand nombre d'œuvres. Je vais tenter d'établir un historique un peu des processus de constitution de la collection, tant sur le plan contextuel, logistique, socio-économique, théorique et éthique. La collection n'est pas seulement une collection de bandes vidéo, mais aussi une collection d'installations multimédia, comme vous allez le voir dans certaines projections, et une collection d'œuvres sonores. Donc on parlera peut-être un peu plus tard des supports et des questions de dénomination. Mais l'expression nouveaux médias a été utilisée pour couvrir le champ un peu large partant de la vidéo des années 60, des œuvres sonores à peu près de la même époque jusqu'à 2013. Donc 2 grandes périodes partagent cette histoire, dont j'ai été actrice pendant un moment. La première est de 1977 à 2000 et la deuxième de 2000 à 2013. Donc le Centre Pompidou a ouvert en 2017, mais en 2013, il a engagé le directeur Pontus Hultén
Voilà, j'insiste sur cette personne qui a été vraiment un directeur de musée exemplaire, programmateur d'expositions et d'événements et un responsable des collections. Donc Pontus Hultén venait de Stockholm, du Modern Museet, et avait réalisé pour le MoMA en 1968 l'exposition The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age. Donc au centre, il entreprend une révolution au sein des programmes et des collections en ouvrant ceux-ci et celles-ci déjà à des artistes internationaux, à des expositions pluridisciplinaires et à des œuvres tous domaines confondus. Donc c'est à ce moment-là qu'entre la performance, la vidéo, le cinéma, la photographie. Cette attitude semble courante et banale aujourd'hui, mais dans les années 70 en France, 10 ans après mai 68, le contexte artistique était encore bien traditionnel, national et conventionnel. Donc Pontus Hultén avait une vision très élargie de l'art. Il inclut dans la collection les expositions des œuvres mécaniquement reproductibles, photos, films, vidéos, au même titre qu'il accueille la performance. Donc là, nous sommes dans les fins des années 70, début des années 80. Donc ainsi a été présentée la première installation multimédia de Nam June Paik, TV Garden, et une des premières installations de Dan Graham, Present Continuous Past. Ils sont des œuvres donc, que vous connaissez très certainement, donc à base de vidéos ou de dispositifs de surveillance. Le directeur structure également les équipes du musée afin que les œuvres reproductibles aient accès aux espaces d'exposition, qu'elles soient présentes dans les remarquables expositions pluridisciplinaires comme Paris, Berlin, Paris, Moscou, Paris, New York. Et donc ainsi, déjà en 1978, Pontus Hultén invite Chris Marker, sur lequel je continue à travailler actuellement, dans l'exposition Paris-Berlin pour une installation qui s'appelle « Quand le siècle a pris forme » et qui était un environnement multimédia, un des premiers environnements multimédia français. D'ailleurs, c'était un environnement tellement pionnier que nous n'avons pas gardé de reproduction, que je n'ai pas retrouvé en tout cas de reproduction dans les archives du centre. Le Centre Pompidou s'est équipé de... Voilà un petit hommage à John. Le Centre Pompidou s'est équipé de studios audiovisuels, qui était à l'époque aussi une idée très novatrice dans les musées. Donc, ce sont des studios qui donc étaient équipés d'équipements sonores, visuels, et accompagnés aussi de techniciens spécialisés. Ils étaient mis à la disposition des réalisateurs pour faire des documentaires sur les expos, mais aussi nous pouvions en disposer pour réaliser des productions d'artistes. Et ça, je vous en parlerai un peu tout au long de mon exposé, parce que ce fut un point important pour moi, à une époque où il y avait très peu de moyens pour produire des œuvres. Donc ainsi, j'ai pu inviter plusieurs artistes qui sont venus en résidence au centre, donc Tony Ursler, Gary Hill, aussi John Logue, Bob Wilson, dont vous avez vu un portrait, qui a fait un portrait de Pontus Hultén. Ici, vous voyez une reproduction d'une œuvre, une installation de Mona Hatoum, Corps étranger, donc il a réalisé dans ce contexte-là. Il y a eu aussi Thierry Kunzel, Pierre Huyghe, le Third Memory qui a été présenté au Musée d'art contemporain de Montréal, a été réalisé dans les studios du centre. Malheureusement, ce programme de production d'œuvres d'artistes n'a pas pu durer jusqu'en 2013, parce qu'à un moment, les fonds manquaient pour poursuivre, pour assumer des productions qui devenaient de plus en plus chères.
Voilà, ceci sont quelques œuvres produites au centre. Donc cette première période a été placée sous les auspices de certaines grandes expositions qu'on a peut-être un peu oubliées aujourd'hui, mais une exposition qui fut super importante s'appelait de Lumineuse Image, réalisée par Dorine Mignot au Stedelijk Museum. Donc c'était une exposition, première grande exposition d'installation multimédia. Ensuite, à Paris, il y a eu l'exposition Cité Ciné qui a été présentée en 87 à la Grande Halle de la Villette et qui, pour la première fois, mettait le cinéma en scène dans un espace avec une véritable scénographie basée sur un des films de Godard, évidemment. Et puis au centre, il y a eu évidemment les immatériaux. En 1983, donc réalisé par Jean-François Lyotard avec certaines équipes du centre. Cette expo, néanmoins, n'a eu un retour sur les conservateurs et commissaires d'exposition qui travaillaient dans le centre que beaucoup plus tard. De même pour Les Magiciens de la Terre, qui date quand même de 1989, donc qui fut une des grandes expositions qui a marqué l'histoire du Centre Pompidou, mais dont le retour sur la plupart des conservateurs ne fut que plus tardif. Il y avait aussi au centre la publication de la revue pluridisciplinaire Traverse, qui était donc éditée par le centre et qui avait comme auteurs et instigateurs principaux Paul Virilio et Jean Baudrillard. Donc on voit que le contexte muséal était assez favorable à la production, à la présentation et à l'acquisition d'œuvres vidéo et multimédia. Néanmoins, au départ de Pontus-Hulten, une petite régression de quelques années a eu lieu. Et le département Nouveaux Médias a eu un peu sa période underground. Alors j'utilise ce mot parce que littéralement, les œuvres étaient plutôt présentées non plus dans les espaces principaux du musée, mais dans les sous-sols, dans les espaces interstitiels, dans les couloirs ou dans la salle de cinéma. Donc c'est là que j'ai vu que quand même la politique d'acquisition et de programmation dans les musées dépend vraiment de la vision de son directeur. Il faut dire qu'aussi à l'époque, il y avait une méfiance vis-à-vis des œuvres à base de technologie, que le message engendré peut-être par le premier directeur, par les revues, par l'exposition Les Immatériaux, par la revue Traverse, n'était pas vraiment passé dans les mœurs des programmateurs d'exposition et commissaires divers. Néanmoins, alors cette période underground fut loin d'être négative, comme toute période expérimentale. Ce fut celle où je pus voyager dans les festivals internationaux, à la recherche d'artistes du monde entier, où je participais à des débats et conférences, elles aussi internationales, où je pus acquérir des œuvres sans être soumise aux lourdeurs de l'administration. Donc, voilà, avec un peu le recul, je considère que cette période était quand même pour moi très très intéressante et que je n'aurais peut-être pas pu réaliser tout ce que j'ai réalisé sans être passé par là.
J'ai pu aussi, à l'époque, montrer des œuvres en dehors du centre et aller présenter des œuvres dans des écoles, mais aussi dans des prisons, ou encore on avait fait un accord avec un bar dans Paris pour inviter des artistes à présenter leur travail là, puisqu'on ne pouvait pas le faire au centre. Donc ici, je vous montre quelques diapos de l'exposition réalisée avec Johan Grimont-Prez dans les sous-sols du centre, où il a été invité à réaliser une médiathèque un peu à sa manière, assez vintage déjà. Donc c'est lui qui a fait le choix des œuvres dans la collection, et c'est lui aussi qui a organisé toute la médiation entre les œuvres et le public. Donc à l'époque, la recherche et les réflexions théoriques avaient en fait lieu plutôt en dehors du centre, dans des conférences et dans des colloques, dans des séminaires organisés par des universités, mais aussi, et c'est un point très important, dans des festivals. Alors Montréal, je suis venue évidemment un certain nombre de fois à Montréal pour participer à plusieurs festivals, mais j'ai été aussi en Pologne, à Berlin, à Genève, et cette époque était une époque fusionnante, vraiment de nombreux festivals se passaient dans différentes parties du monde, et c'était les lieux de rencontre d'artistes, mais aussi de théoriciens. Donc durant toutes ces années 70, nous, des années 70-80, je vais vous faire une petite archéologie, mais je serai très rapide, des outils qui étaient utilisés, simplement pour montrer que ça a existé et que nous avions affaire avec la conservation d'œuvres sur des supports aussi variés et divers. Voilà, nous avons en fait passé pas mal de temps à transférer, copier d'un support à un autre. Mais la vidéo était néanmoins très adaptée aux pratiques contemporaines. Elle était souple et légère. Vous avez vu le premier porte-à-pack. Et donc, pas mal d'artistes l'utilisaient. Et nous étions bien immergés dans l'époque analogique. Et d'ailleurs assez heureux de l'être. Nam June Paik jonglait avec le montage humatique, Thierry Kunzel déconstruisait le médium, Gary Hill, quant à lui, déconstruisait les instruments, les équipements eux-mêmes. Et le centre collectionnait donc toutes ces œuvres sur des supports très divers et constituait une nouvelle réserve. Donc je vous en reparlerai plus tard de ces questions-là. Alors la notion de globalisation est aussi arrivée donc dans les années 80, puisque, comme je vous le disais, j'ai pu voyager dans tous ces festivals et être mise en contact donc, avec d'autres artistes, d'autres cultures, avant que se mettent en place les théories post-culturelles, en France en tous les cas. Et c'est ainsi, par exemple, je reviens par arrière. Et c'est ainsi, par exemple, que j'ai été à Western Front et à Vancouver, où j'ai pu rencontrer le travail de Mona Hatoum, et qui était très peu connu dans les années 80, celui aussi de Stan Douglas,
et de Zacharia Kunuk. Voilà, j'en parle parce que c'était quand même un endroit important. Et hier, j'ai pris le temps d'aller voir l'exposition qui est à la galerie de l'UQAM. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de voir que ce lieu est quand même reconnu comme un lieu important dans l'histoire de l'art international. En 1989 est organisée au centre une grande expo de collection, l'époque, la mode, la morale, la passion, donc qui se passait dans tous les espaces du centre. Et donc c'est la première fois que les œuvres vidéo multiples ont pu être mises à la disposition du public de manière assez libre. Donc vous voyez ici sur les diapos la présentation de cet espace. Bon, ça paraît un peu simple aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même le seul musée qui présentait les œuvres dans les espaces d'exposition et donc était consultable déjà 500 bandes vidéo. Donc cet espace s'est amélioré au fur et à mesure du temps, est devenu de plus en plus informatisé et ont été rajoutées les œuvres sonores. Voilà le catalogue qui accompagnait la première partie de la collection. Ensuite, en 90, donc l'exposition Passage de l'image que j'ai co-commissariée avec Raymond Bellour et Catherine David a beaucoup insisté sur les relations entre les arts plastiques et les arts technologiques, entre la photographie, le cinéma, la vidéo et les arts numériques. Et après les immatériaux, c'était la première fois qu'une grande manifestation faisait des liens entre des artistes qui n'étaient pas encore tout à fait quand même considérés comme des artistes plasticiens et les collections et le domaine un peu plus large des arts plastiques. Donc, y étaient présentés Gary Hill, Thierry Kunzel, mais aussi Geneviève Cadieux, Bill Viola, Jean-Luc Godard, Chris Marker, mais aussi Jeff Wall, Suzanne Lafont, Michael Snow. Voilà, je vous ai retrouvé quelques images. Donc c'est une expo qui a un peu marqué les jeunes générations, parce que c'était vraiment la première fois en France qu'on voyait des œuvres technologiques, mais placées dans ce contexte plus art plastique. Alors, la conservation, puisque évidemment, quand on travaille dans un musée, nous n'avons pas que à programmer des expositions et à acquérir des œuvres, mais aussi à se préoccuper de la conservation. Donc, tant que nous étions dans l'ère analogique, il faut dire que la conservation n'était pas un souci majeur. Nous passions évidemment beaucoup de temps à transférer d'un support à l'autre, mais cette conservation était plutôt plus aisée que d'autres œuvres d'art contemporain réalisées en polystyrène ou en chocolat, par exemple. Les complications sont arrivées avec l'arrivée de l'informatique dans les systèmes de synchronisation des installations multimédia. Et donc en voici une des premières qui nous a posé pas mal de problèmes. Donc cet arc de triomphe de Nam June Paik synchronisé par un système informatique. Et donc, nous avons bien pu préserver les vidéos, mais ce qui était beaucoup plus difficile à conserver fut le système informatique qui, aujourd'hui, fait vraiment partie de l'archéologie de l'informatique. Voici une autre œuvre réalisée par Chris Marker.
et pardon, je me suis trompée c'est une œuvre de 90 et qui comporte à la fois des écrans vidéo, mais aussi 7 ordinateurs sur lesquels Chris Marker a créé des œuvres entre 1985 et 1990. Donc nous avons réussi à conserver toute la partie vidéo, mais aussi évidemment la partie informatique, mais cette conservation nous a coûté 3 fois plus cher que la production de l'œuvre. Et nous avons conservé pour quelques années à venir, mais je ne sais pas pour combien de temps nous pouvons compter sur les transferts que nous avons faits. Donc nous continuons encore à la présenter avec les ordinateurs d'origine, encore pour un moment. Et donc contrairement aux autres domaines du musée, peinture, œuvres sur papier, photographie, le service Nouveaux Médias ne disposait pas au centre de restaurateurs attitrés. Le centre trouvait trop compliqué de désigner une personne pour s'occuper de la restauration des œuvres, étant donné la multiplicité des supports. Donc nous avons dû faire appel, du coup nous faisions appel plutôt aux techniciens qui travaillaient dans les studios, ou alors à des techniciens extérieurs. Mais nous avons aussi fait appel à Western Front, et je reviens sur Western Front, qui nous a restauré pas mal de vieilles bandes vidéo à l'époque. Et ensuite, nous avons fait appel au laboratoire du ZKM à Karlsruhe, qui est équipé de tous les supports et qui fait un travail remarquable en ce qui concerne la restauration de tous ces supports. Nous avons aussi développé à la fin des années 90 une série de conférences intitulée La Revue Virtuelle. Donc c'était une collaboration que nous avons pu effectuer avec l'Université Paris 8, où travaillait Jean-Louis Boissier, que certains d'entre vous connaissent très certainement. Et cette revue virtuelle consistait en une série de conférences et de mini-expositions sur les technologies de pointe de l'époque. Et nous espérions, par ces 8 années de conférences, faire un peu plus le lien entre les activités du musée et ce qui se passait dans le domaine de la recherche technologique. Peut-être que ces liens se sont faits d'une certaine manière, mais il n'y a pas vraiment de retour direct, il n'y a pas eu de retour direct dans les collections. Arrive la deuxième grande période, qui sont les années 2000. Le contexte culturel, socio-économique se modifie, ayant des conséquences importantes sur la pensée, sur les processus de travail et aussi sur la muséologie. Nous voyons aussi dans cette époque la confirmation du tout numérique et de la globalisation culturelle. Nos dirigeants ne viennent plus désormais de l'histoire de l'art, mais ils sont issus des réseaux politiques ou des réseaux économiques. Le musée lui-même se transforme, il est destiné au plus grand nombre. Il est inscrit par les tours opérateurs sur les listes des agences de voyage. Donc les musées doivent désormais faire des entrées, équilibrer leurs comptes en cherchant des mécènes, de nouveaux publics qui payent leur entrée. La gratuité, c'est terminé. La plupart des expositions, des activités du centre deviennent payantes. Et cela a évidemment une relation sur le choix des activités, des expositions, des artistes. La période expérimentale et de recherche est bien terminée.
Mais l'aspect positif de cette évolution est que la vidéo est désormais présentée dans les salles du musée, que les installations multimédia se déploient dans les espaces, donc selon certaines thématiques ou chronologiques, et donc il n'y a quasi plus de ségrégation entre les médiums, mis à part les œuvres sonores. Donc voici quelques œuvres d'artistes présentées à l'époque, entrées dans les collections et présentées à cette époque-là. Voilà, donc nous avons pu acquérir avec l'aide de mécènes ces grandes installations de Nam June Paik, de Bruce Nauman, pardon. Nous sommes intéressés, moi je continue à m'intéresser évidemment à des œuvres d'autres cultures et aussi au domaine sonore. Donc je m'étais intéressée aux œuvres sonores réalisées par des artistes plasticiens. Et donc l'exposition Sonic Process, une nouvelle géographie des sons, réalisée en 2002, présentait des collaborations entre des artistes plasticiens et des artistes sonores et mettait le son un peu plus au centre des préoccupations du musée. Donc il y avait des jeunes artistes comme Mathieu Briand qui avait ouvert un espace interactif d'écoute dans l'exposition. Et il y avait aussi Mike Kelly, Scanner, mais aussi Orozco, Dogetkin, enfin différents artistes intéressés par le son ou intéressés par des collaborations avec des musiciens. Le centre, donc ayant élargi ses frontières, il était possible aussi désormais d'organiser des expositions en dehors de nos murs. On était même encouragés à sortir avec les collections, à les montrer dans des territoires plus éloignés. Donc ça m'a permis de montrer une grande partie des collections voilà, en Australie, mais aussi à Singapour, à Taïwan. Donc c'était pas mal en fait dans les pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Pendant ce temps au centre, je m'étais intéressée à plutôt inviter, comme il y avait moins d'expositions, je m'étais intéressée à inviter des artistes en conférence à venir présenter leur travail directement. Et donc ce fut une série qui s'appelait aussi Vidéo et après, donc où de nombreux artistes sont venus donc parler de leurs œuvres. Ça paraît normal aujourd'hui, mais à l'époque au centre, il n'y avait pas beaucoup d'invitations. Donc voilà, il y a une série qui continue encore, où il y avait un artiste qui venait chaque mois présenter son travail. Alors désormais la redistribution des moyens économiques nous obligeait vraiment à rechercher des fonds pour les acquisitions auprès d'instances privées, bon, ce qui est devenu courant aujourd'hui. Mais bon, ça a eu quand même un impact sur les artistes acquis plus récemment. Donc aussi sur le temps consacré non plus tant à la recherche, mais plus à la participation à diverses commissions d'acquisition privées, semi-privées, publiques. Néanmoins, j'ai pu préserver une commission acquérant les œuvres multiples, vous savez, qui sortent un peu des règles du marché et qui demandent plus de temps de visionnage et de disponibilité. Et je les ai mises en espace avant de partir dans une exposition qui s'appelle Vidéo Vintage et qui relie un peu les œuvres performances et vidéos des années 60-70.
Alors le tout numérique donc est bien arrivé avec les années 2000 et désormais d'une réserve physique, nous sommes passés à une réserve informatique sans toujours avoir de restaurateurs ou d'informaticiens attitrés. Et ce fut une sacrée réorganisation des équipes pour passer à cette étape, à cette nouvelle étape de transfert, migration et conservation. Mais désormais, la collection des 1700 œuvres peut voyager sur ce petit disque dur que vous voyez ici. Et donc, ce fut vraiment une révolution par rapport aux camions que nous utilisions dans les années 80 pour déplacer les œuvres. Alors, je n'ai pas vraiment de conclusion à faire sur ces 30 années d'activité. Je crois que j'ai encore besoin d'un peu plus de temps et de distance pour vraiment conclure, mais je pense que le corpus d'œuvres devenu désormais historique a trouvé une place dans l'histoire des collections et dans l'histoire de l'art. Et comme je vais être remplacée en janvier, je sais que la personne qui va me remplacer, elle va beaucoup s'intéresser aux œuvres sonores, peut-être elle va s'intéresser aussi à ce qui se passe sur Internet et voilà, développer d'autres champs possibles aujourd'hui. Merci. Alors, merci Christine. Tu m'as un petit peu volé la question que je comptais te poser, qui est comment vois-tu la collection se développer à l'avenir puisqu'effectivement, ça dépend, comme tu l'as bien montré, ça dépend beaucoup de la personnalité de ton successeur. Donc là, ça va être vraiment axé beaucoup, tu dis, sur l'art sonore en particulier. Au-delà de ça, moi, il y a une question que je me pose, qui est ce concept de nouveaux médias. Ici, on parle aussi d'art médiatique ou de media arts. Ce concept de nouveaux médias, est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui? Parce qu'il rassemble tout un ensemble de pratiques assez hétéroclites qui n'ont en commun que d'être numériques, mais à l'heure actuelle, en 2015, d'être numérique, c'est plus vraiment un signe distinctif. Donc, comment on fait? Puis je regarde dans les autres musées, dans chaque musée, on a l'impression qu'on gère ça de façon un petit peu maladroite. Parfois, c'est tout seul. Au MoMA, par exemple, c'est avec la performance. Mais du coup, la performance a peut-être plus d'exposition que les nouveaux médias. Voilà, donc est-ce que le terme de nouveaux médias est encore pertinent aujourd'hui? Je pense qu'il faut que cette expression, oui, soit reconsidérée parce que la vidéo n'est plus nouvelle du tout, même s'il y a quand même encore pas mal d'artistes qui l'utilisent, mais on ne peut plus considérer que c'est un nouveau média. Les installations multimédia, j'ai vu un peu toutes les expressions autour du multimédia, ce ne sont plus les nouvelles formes d'expression. Donc c'était une expression qui était très confortable dans les années 80-90 parce qu'on pouvait y mettre pas mal de choses. Et on pouvait y intégrer des œuvres sonores, mais aussi des installations, tout support confondu. Il y a eu aussi évidemment quelques sites internet et CD-ROM qui sont rentrés dans la collection. Et cette expression était, j'avoue, confortable. Elle permettait tout ça, parce qu'évidemment, il n'est pas possible dans un musée de changer le nom de son département tous les 3 ans. Là, c'était vraiment pas possible. Mais les dernières années, il y a eu des discussions. Est-ce qu'on remet tout dans le cinéma? On appelle ça film. Est-ce qu'on appelle ça d'un nom plus technologique? Est-ce qu'on nomme chaque support? Est-ce qu'on retrouve une autre expression plus théorique? Donc les discussions sont restées ouvertes, aucune décision n'a été prise et donc je laisse cette décision à la personne qui va me remplacer, qui va certainement un peu réfléchir à cette expression.
Et j'ai peut-être une autre question un peu iconoclaste comme ça, qui découle en fait de la première, qui est qu'on parle de nouveaux médias, mais la plus grande partie de la collection au centre, c'est de la vidéo. Et je me pose la même question sur la vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire que l'art vidéo, c'était quelque chose de très défini dans les années 80, encore dans les années 90, mais aujourd'hui, il y a une espèce de blurring of the lines technologique en tout cas, puisqu'il y a la différence entre la vidéo et le cinéma, par exemple, a tendance à s'estomper complètement, elle se justifie de moins en moins. Il y a juste une tradition cinématographique de la salle de cinéma, puis une tradition de l'exposition et de l'installation de l'autre côté, mais qui ne sont pas liées au médium, mais plutôt au type de monstration. Donc, est-ce que la vidéo étant au centre de la collection, est-ce que l'art vidéo existe encore ou est-ce que ça c'est en train de se dissoudre complètement et on pourrait effectivement créer un nouveau département qui comprendrait, disons, photographie, cinéma et vidéo? Alors, bon, la vidéo a eu un peu ses lettres de noblesse dans les années 70-80. Ensuite, durant les années 90, les artistes plasticiens ne voulaient plus utiliser ce terme, ils ne voulaient plus être dans cette catégorie-là, donc il avait un peu disparu en fait. Et donc c'était l'expression nouveaux médias qui recoupait le tout. Mais avec l'amour de l'archéologie des médias, il y a eu une résurrection du mot vidéo et qui est à nouveau utilisé par les artistes qui utilisent des supports numériques. Alors c'est très très compliqué cette question d'étymologie. Là, il y a eu des discussions, dans les interventions de ce matin et d'hier, il y a d'autres intervenants qui en ont parlé parce que ça se pose déjà aussi pour tout ce qui est post-digital, post-internet. On ne sait pas comment nommer les choses. On sait de quoi on parle, mais les nommer, c'est assez difficile. Les mettre dans des catégories anciennes, ça ne convient pas, parce que je pense qu'il faut quand même aller plutôt de l'avant. Et du coup, je me dis peut-être que New Media, nouveau média, c'est peut-être pas si mal. En fait, c'est confortable en tout cas, parce que ça permet toujours. Il faudrait peut-être dire ancien et nouveau média, peut-être, pour être juste. Les anciens nouveaux médias, les nouveaux médias. Pour être juste, pour être plus juste. Ouais, comme ça permet de tout englober et de bouger avec le temps. Donc, est-ce que les nouveaux médias, par exemple, devraient inclure, qu'est-ce qu'on fait des médias sociaux, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose, un territoire sur lequel le musée devrait s'aventurer? Oui, alors il y a eu des tentatives, évidemment, il y a eu des tentatives d'aventure. Après, ce sont restées des aventures. Et à un certain moment, on s'est rendu compte que même les quelques aventures que nous avions tentées sur Internet, nous les avions perdues sur Internet, parce que l'informaticien avait oublié de les conserver, de les mettre dans un endroit où on pouvait les retrouver. Donc, mais il y a probablement... nous avons fait un catalogue quand même en ligne, qui s'appelle newmedia-art, et en bilingue. Mais il y a eu des tentatives aussi. J'ai une collègue qui a fait des expositions sur Internet, mais ça a duré 2 ans. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas vraiment pris, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. Alors, il faut dire qu'au centre, nous avons un site Internet qui est vraiment pas très pratique et qui n'invite pas beaucoup à la consultation, donc on n'a pas été encouragé à s'aventurer sur le site Internet du centre. Mais bon, tout peut changer. Donc, n'allez pas sur centrepompidou.fr, c'est pas pratique. Ou alors, prenez une demi-journée pour vous y consacrer. Voilà. Il y a sûrement des questions parmi le public. Avec ça? Non.
Bonjour et merci Christine de cet exposé stimulant parce qu'on se rend compte qu'il y a toute cette histoire des matérialités qui sont liées aussi à ces œuvres et par exemple Michael Snow, lorsqu'il y a eu la fondation Daniel Langlois qui a produit Digital Snow, a eu beaucoup de difficultés à faire le transfert d'un média à l'autre et Michael réclamait l'expérience de l'œuvre, par exemple filmique, avec le film. Alors, puisqu'on passe un transfert, disons, analogique, bande magnétique, ensuite on s'en va informatique. L'expérience de l'œuvre change énormément aussi. Alors, on peut pas... quel serait votre point de vue là-dessus par rapport à l'expérience qui émerge dans la durée par rapport à ces œuvres-là? Mais moi, j'ai eu la chance de travailler avec les artistes eux-mêmes pour les transferts. Et une des premières œuvres qu'on a transférées, c'est une des premières que j'ai montrées, c'est celle de Dan Graham, Present Continuous Past, pardon. C'est un environnement basé sur les caméras de surveillance. L'image entrait dans un magnétoscope à bande, et ressortait 5 secondes plus tard par un autre magnétoscope à bande. Donc, je peux vous dire que quand on présentait l'installation dans le musée, elle était en panne toutes les 3 heures, parce qu'évidemment, une bande magnétique ne peut pas prendre de la poussière, et donc elle était tout le temps en panne. Donc, moi, ça m'a vraiment énervé quand j'ai dû m'occuper de cette œuvre. Donc, j'ai essayé de transférer donc ces histoires de magnétoscope sur un système informatique de l'époque. Et donc on a travaillé avec le technicien de Gary Hill, d'ailleurs, qui était formidable, et qui a trouvé une solution miraculeuse et qui, peut vous dire, fonctionne encore aujourd'hui. Donc, on a fait une sorte de time delay informatique et Dan Graham, évidemment, a pu le voir. Et bon, au début, il n'était pas content parce qu'il y avait quand même quelques pixels qui arrivaient, mais on a pu gommer ces pixels et il a fini par transférer, il a fini par faire migrer ces 8 autres installations réalisées avec des caméras de surveillance. Donc, il y a des possibilités. Quand on peut travailler avec l'artiste encore vivant, c'est mieux. Mais quand j'ai été en Corée, par exemple, ils avaient des grandes installations de Nam June Paik. Et c'est vrai qu'ils savaient... bon, Nam June Paik n'étant pas là, ils ne savaient pas trop comment faire migrer les œuvres de Nam June Paik. Ils se demandaient s'il fallait tout mettre sur écran plat, tout passer sur des ordinateurs. Vous voyez, il se posait quand même beaucoup de questions. Nous, on tente toujours de garder la forme, donc de garder, quand ce sont des moniteurs, de garder la boîte du moniteur à l'intérieur duquel on met un écran plat ou un ordinateur, mais on essaye de garder la forme originale de l'artiste tant qu'on peut. Donc on a acheté pas mal de vieux moniteurs, donc de vieilles machines pour pouvoir faire des simulations de ce type-là. Mais l'écran plat dans la boîte du moniteur, c'est très drôle quand même. Ah oui, mais si, ça se fait. Mais on ne le remarque pas toujours, mais ça se fait. J'ai vu aussi dans une expo en Suisse, mais ça se fait là maintenant. Ouais. Ça ne se voit pas. Mais c'est vrai que pour reprendre la question de Gisèle sur l'expérience de l'œuvre et la qualité de l'image, c'est quelque chose qui a aussi changé très très vite. Puisque je me souviens dans les années 90, quand le DV est arrivé, c'était une très très bonne résolution. Et aujourd'hui, quand on voit ça, on trouve que c'est une résolution pourrie. Ah oui. Et c'était en l'espace d'un peu plus de 10 ans. Le plus difficile, c'est quand on migre en informatique, c'est de revenir au support des années 70, là, un peu, avec ses défauts et tout. Le plus difficile, c'est de retrouver les défauts, en fait. Parce qu'on a plutôt tendance à tout améliorer. Mais dire aux techniciens, ah ben non, il faut bien garder les défauts et tout, c'est ça qui est le plus difficile, finalement. Ben, le bruit qui était indésirable il y a 15 ou 20 ans, c'est devenu une esthétique aujourd'hui. Oui. On n'a pas précisé non plus, pardon, mais les questions peuvent être posées in either language. Pardon.
J'aimerais ça rebondir sur deux événements. Vous avez parlé de la difficulté d'avoir pu avoir un retour sur la revue virtuelle qui a eu un énorme impact à l'époque avec Artifice et après ça la Biennale de Lyon en France. C'était un peu l'éveil de la France aux nouveaux médias. Donc, pas de retour d'acquisition, disons, notable. Et aussi sur la difficulté de justement de conserver les œuvres. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'aveu pas nécessairement d'incompétence, mais d'incapacité de la notion de conservation lorsqu'on s'en va vers un domaine où c'est la variabilité de l'œuvre qui est son intérêt. Donc, on n'a plus des œuvres stables, mais on s'en va vers on parle souvent maintenant des médias instables. Et comment, est-ce qu'on, c'est pas un aveu d'incapacité de conserver ou de perpétuer l'aspect variable et instable de ces œuvres? Et la nature même de conservation cherche à maintenir l'original, maintenir l'authenticité, et qu'on est dans une nouvelle forme de conservation de l'aura. C'est-à-dire qu'on imagine que justement, c'est dans la boîte de la télévision que l'œuvre se situe, et non pas dans d'autres aspects de sa création. Donc, est-ce que la variabilité, l'instabilité ne sont pas justement des pièges pour la conservation? Si j'ai bien compris votre question, s'il y a trop de variabilité de la part du conservateur, ça veut dire qu'on interprète aussi l'œuvre à notre manière. Mais souvent, les artistes, quand même plasticiens, ils tiennent à une certaine forme, et la boîte, et la projection, ou l'ordinateur, oui, ils tiennent à cette forme-là. Donc, est-ce que c'est à nous, dans les musées, à la changer, ou est-ce que les artistes avec lesquels j'ai pu dialoguer et tout, oui, ils tenaient à cette forme, quoi. Ils tenaient à être dans la boîte. Vous parlez à Gary Hill, vous n'allez pas le mettre sur informatique, hein. Il tient, parce qu'il se dit artiste plasticien, donc il tient à la déconstruction du matériel et veut que le matériel reste présent, parce que oui, c'est comme une sculpture aussi quelque part pour certains artistes. Alors pas pour tous, évidemment pas pour tous, mais si on arrive à combiner la variabilité avec la forme originale, je ne sais pas ce qui va se passer par exemple dans un siècle. Alors nous, j'ai oublié de le dire, mais on a quand même pas mal documenté les œuvres avec des photos, des vidéos, des fiches descriptives, la colorimétrie et tout ça pour, au cas où, dans un siècle, les choses ne soient plus lisibles, qu'on ait quand même encore sur papier des éléments pour reconstituer les œuvres. Et ça fait partie, en fait, ce qu'on apprend en conservation, c'est de documenter maintenant le plus possible les œuvres variables. Le plus possible, oui. On a des gros dossiers documentaires sur toutes les œuvres anciennes. Là, quand on a fait le catalogue des collections, on en a profité pour compléter les dossiers, rechercher des photos d'époque et essayer de faire en sorte que dans un siècle, on puisse les reconstituer le plus proche de la réalité sans trop les interpréter. Une petite question un peu provocative à ce sujet. Bruno Latour parle de la longévité des logiciels et de leur mort, en fait, aussi d'accepter qu'ils partent, c'est-à-dire d'accepter que certaines œuvres puissent mourir. Alors, mon côté historien, des fois, il souffre, mais peut-être qu'il y a des œuvres qu'il faut laisser mourir aussi, ou dont il faut accepter par le fait, par les matériaux qui sont choisis. Et je ne parle pas nécessairement d'art et nouveaux médias. Il y a par exemple l'œuvre de Damien Hirst avec le requin, avec lequel le requin il a commencé à pourrir, donc il a fallu changer le requin, et c'était 2 millions pour changer le requin. Donc dans le format. Donc la question de la conservation, jusqu'où il faut l'amener, en fait. Oui. Alors, dans un musée comme le Centre Pompidou, on travaille avec l'argent de l'État. Et donc, pour acquérir, nous passons par certaines règles. Nous faisons des contrats de 10 pages et
nous sommes obligés d'entrer la notion de conservation dans celle d'acquisition. La notion d'éphémère ne peut pas entrer en compte dans les collections de musées, au centre en tout cas. C'est pour ça aussi qu'à un moment, moi j'ai pu m'intéresser à des œuvres plus technologiques, à base de logiciels, à base d'informatique, mais comme on ne savait pas les conserver, nous n'avions pas non plus l'aide pour tenter de les conserver. Donc ça s'est arrêté là, ça n'a pas été plus loin que la première réunion de la commission d'acquisition. Okay, I don't know if there are any conservators in the room, but I think my experience of the reality of all of this is very different, and I'm only a curator involved in conservation. So we have made massive, massive progress over the last 20 years plus in conservation of digital media. We have best practices for conserving software arts. Museums are regularly incorporating this. I was just a few weeks ago at the Tech Focus Conserving Software-Based Art at the Guggenheim, where 120 people were sitting there creating disk imaging, going through versioning. I personally was blown away by the status of all of that. The Variable Media Network was founded to take care of ephemeral and variable media. And we're looking at traditional artworks that are actually sometimes much more complicated to preserve than digital ones, but museums invest millions into their conservation without a problem. So I don't think that this notion of, oh, we have to let them die is actually correct. I came to the conclusion after that conference that museums in collecting, in making a commitment to the art, are way behind conservation. I feel very good about conservation of the work. I'm less optimistic about basically the initiatives for really preserving our cultural heritage by bringing it into collections and making a commitment to it. As a conservator in the room, and as someone who trains conservators, including Elise Moscoso, who works with you, what Christiane said is absolutely true. We've been doing, for the last 20 years, we have des équipes de musée, the curator, the conservator, the installation people, all working together to figure out how do we preserve this. And we ask the artist. We talk to the artist. This is, as Christiane said, some residue from the Variable Media Initiative, which started 2 blocks from here at the Daniel Langlois Foundation. We talk to the artist about the trade-offs. What kinds of things are acceptable, as you said, with a monitor that has higher resolution or lower resolution? Is that acceptable? And even my students participate with MoMA every year on a piece where we interview the artist, or in the case of Nam June Paik, we interview his technician, because we need a medium to interview Nam June Paik. So to figure out the trade-offs. But we've made tremendous progress in the last 15 years in this. Thank you. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Christine? Yeah, maybe I know the Anglo-Saxon network with Tate and I think it's Tate Guggenheim. It's called Matters in Media Art. Matters in Media, yes. I've heard about it and I've read some conclusion. But when you come to the reality inside the museum, there's a big gap between this kind of conclusion and what we can do in everyday life. But I'm convinced that it's the museum who has to change.
That for sure. That they have to hire technician who can deal with different media and. But maybe in France we are not so much in this reality. Merci Christine. Peut-être on s'arrête là s'il n'y a plus d'autres questions. Merci Christine. Thank you very much for being here. Thank you.